J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, très bonne année à toutes et à tous. Ça reste entre nous sur Radio J, la première édition de l'année 2024. Ça reste entre nous, l'émission politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques. Le tout sans la moindre langue de bois. C'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine, on va bien sûr revenir sur les vœux du président Emmanuel Macron. L'année 2023, Françoise de Gois rigole déjà. C'était achevé douloureusement pour le président et sa majorité. Comment va-t-il désormais rebondir? That is the question. On va aussi se pencher sur ce qui se prépare justement à l'Elysée en ce début d'année, le remaniement. D'ailleurs ce matin, le Conseil des ministres a été annulé et reporté à la semaine prochaine. Ça cache quelque chose. Enfin, last but not least, on va s'intéresser à cette année électorale 2024 avec le scrutin européen de juin prochain, bien sûr. Est-ce que ce sera la répétition générale de 2027? Décryptage tout de suite avec nos invités. Alors, pour bien commencer l'année et pour en parler autour de la table, l'élite des éditorialistes, les top guns du décryptage, les forces spéciales de l'analyse et de l'info, la crème de la crème. Et aujourd'hui, c'est la Dream Team. Et tout d'abord, l'indispensable Françoise de Gois, éditorialiste communicante. Bonsoir Françoise. Salut les amis et bonne année à tous les gens qui nous écoutent. On n'ose pas trop souhaiter 2024. Vous avez vu ce dessin qui est paru dans la presse américaine? Vous voyez la porte 2024 et vous avez tous les gens regroupés derrière une cloison avec un balai en train d'essayer d'entrouvrir la porte en disant bon, voilà. C'est vrai que la précédente a été difficile. Bonne année quand même. L'inévitable François-Xavier Bourmeau, grand reporter à l'opinion. Bonsoir François-Xavier. Et l'incontournable Michael Bloch, journaliste aux Échos. Bonsoir Michael. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et alors je vous rappelle la règle du jeu, même si bien sûr vous la connaissez, pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter, bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, il a évidemment sacrifié à la tradition. Dimanche à 20h, Emmanuel Macron a présenté ses vœux du nouvel an à la nation. Avant de rentrer dans les détails et les coulisses de cet entretien, déjà un premier tour de table. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette intervention d'Emmanuel Macron? À tout hasard, je commence par vous, Françoise de Gois. Je l'ai trouvé amphigorique, comme toujours, c'est-à-dire que... Amphigorique? Oui, il est amphigorique. Emmanuel Macron... C'est quoi amphigorique? Amphigorique, c'est quelque chose d'assez fumeux, qu'on n'arrive pas à définir, filandreux. J'ai toujours adoré cet adjectif que j'ai redécouvert grâce à lui, parce que je cherchais un jour dans un papier un moyen de le qualifier, et mon grand-père parlait toujours de ça, et je veux dire que c'est vraiment l'adjectif qui le va le mieux. C'était des vœux absolument lunaires, c'est-à-dire que vous écoutez Emmanuel Macron, vous arrivez d'une autre planète, vous n'avez pas vu l'année qui s'est déroulée en France, tout va bien, le chômage va bien, on réarme tout, le réarmement, souvenez-vous, David Revaud-Dallon, c'est l'art des conseillers de Macron d'aller picorer chez les uns et chez les autres. Le réarmement, c'était le grand mot de François Hollande pour sa conquête en 2012. On réarmait tout. Alors là, on réarmait le civisme, l'école, l'économie. Et donc, il va chercher, comme ça, on sent, moi j'ai senti quand même un président assez fatigué déjà, qui a plus grand chose à nous dire et qui, à mon avis, mais François-Xavier le connaît mieux que nous, probablement, en tout cas que moi, qui s'est livré à un exercice imposé, à la voix comme je te pousse. Il y avait un côté, ok, je le fais les gars parce qu'il faut le faire, mais il n'avait rien en stock, quoi. Rien il a un peu fait les fonds de tiroir, comme disait en son temps Raymond Domenech pour l'équipe de France. J'ai cru avec les huîtres parce que j'ai quand même mangé des marraines au lairon quand il a dit vraiment la loi immigration fait rentrer, respecte toutes les lois de la République. J'ai cru que j'allais avoir une attaque. Et puis finalement, je me suis ressaisi car avec Macron, maintenant, il faut plus se mettre en colère. Il faut le regarder presque comme un personnage de bande dessinée, je crois. Vous êtes d'accord, François-Xavier, en figurique, le président Macron? J'ai trouvé ça très très dense moi comme discours et ça me manquait un peu de fil conducteur. Mais il y a une petite erreur, moi, j'ai l'impression qu'il a fait une erreur et qui m'a intéressé. Il a dit que 2024 serait un millésime français et j'ai l'impression qu'il pensait très fort que 2024 serait surtout un millésime Macron. C'est-à-dire millésime Macron. Eh ben qu'on va manger du Macron matin, midi et soir pendant un an. Mais on va y revenir. J'ai une question d'ailleurs, pardon, avant que vous passiez. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas lui qui va faire le dernier relais de la flamme olympique? C'est bien le genre de la maison. C'est le genre de la maison. Alors pour finir ce tour de table, Michael, vous êtes d'accord? Ça manque un peu de fil directeur ou c'est trop dense, ça manque d'angle, tout ça? J'ai trouvé qu'il y avait un mot qui moi m'a frappé, c'est le mot impuissance. C'est le mot en fait c'est la chose qu'il a envie de conjurer pour lui-même.
Voilà, c'est l'impuissance. Il le sent dans les commentaires, dans ce qu'il est en capacité de faire avec une majorité relative à l'Assemblée. Voilà, c'est l'impuissance et le fait qu'il exprime, qu'il le verbalise. Peut-être qu'il se dit que ça va la conjurer, mais en fait, on voit qu'il est englué, que la majorité relative, elle ne changera pas, que le fait qu'il puisse pas se représenter en 2027, ça ne changera pas non plus. Et l'autre chose qui m'a marqué, c'est le mot qu'il n'a pas dit, c'est le mot déclin. Et qui était un peu, en vérité, le fil conducteur de ce discours, et ce qu'il a aussi envie de conjurer, peut-être là, pas pour lui, mais pour la France, et ce qui est en tête de beaucoup de monde aujourd'hui, de se dire, est-ce que la France n'est pas aujourd'hui un pays en déclin, que ça soit sur le plan économique, mais aussi sur le plan qui se ressent le plus, peut-être des valeurs, de la sécurité, etc. Et il veut montrer que non, on n'est pas vraiment en déclin, mais c'est ce qui est peut-être dans le ressenti aujourd'hui de beaucoup de gens. Alors, combattre l'idée du déclin, et surtout, vous le disiez, de l'impuissance, c'est vrai que dans un contexte où beaucoup expliquent qu'Emmanuel Macron, il est empêtré, empêché par sa majorité relative, on l'a vu évidemment avec l'épisode de la loi immigration, qu'il est coincé dans un corner. Il a tenté de démentir avec force cette idée. Le président est justement de nier toute impuissance. On l'écoute. Depuis 7 ans, là où vous m'avez placé, je tâche de rendre la France plus forte et plus juste, de libérer, protéger, unir. Tel est le cap, et nous le tenons. Et il en fut de même en 2023. En 2023, la France est sans doute l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations. Certaines, comme la réforme des retraites, étaient, je le sais, impopulaires. Je les assume, car je m'y étais engagé et elles étaient nécessaires au pays. Tous ces mois passés ont donc été bien loin de l'impuissance qu'on nous prédisait, et c'est heureux. Et je veux ici tout particulièrement en remercier la Première ministre et son gouvernement. En 2023, nous avons agi au service de l'objectif de réindustrialisation et de plein emploi, dont les premiers résultats sont là. Les retraites, l'assurance chômage, la relance de nos industries vertes, l'accélération de France 2030, la refondation du lycée professionnel, la réforme de Pôle emploi et du revenu de solidarité active, la réforme du marché européen de l'électricité. Toutes ces grandes transformations ont été décidées, votées et ont commencé à entrer en vigueur durant cette année. Donc on a compris, agir encore, agir toujours, et surtout pas d'impuissance, je le cite. Qu'est-ce qu'il cherche à nous dire Emmanuel Macron, Françoise Debois, avec ses mots? Ce que Michael disait, c'est-à-dire c'est l'inverse de ce qui est le réel, voilà. Il utilise, vous savez, peut-être vous en souvenez, David, parce que nous officions ensemble, il y a eu aussi ce moment sarkozien, où Sarkozy ne cessait de parler dans la deuxième partie de son quinquennat de sa puissance. Alors, hormis le fait que c'est une donnée extrêmement virile qui n'échappe pas au chef de l'État, le président doit être puissant versus impuissant, avec tout ce que ça peut avoir de connotation, même de virilité, de masculinité. Il faut aussi voir ça dans le discours d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il se ressent totalement impuissant et qu'évidemment, il dit l'inverse. Après, je suis sidéré par non seulement le caractère amphigorique, mais la vacuité totale. Moi, vous savez combien de temps a duré la position sur l'international? Je n'ai rien compris. C'était expédié très rapidement. Emmanuel Macron nous déboussole en réalité, parce que c'est pas parce que... Alors là, c'est une stratégie de déboussoler l'opinion publique, c'est une vraie stratégie qu'on connaît bien, mais je pense que lui-même est totalement déboussolé. Vous êtes d'accord? Il a démenti à toute force cette impuissance parce que précisément il est encalminé? J'ai l'impression, avec ses vœux en tout cas, qu'il a acté la fin de son mandat. Pas pour maintenant, mais pour la fin de l'année. Il commence d'ailleurs en disant... Il commence en disant... Non, mais il commence en disant depuis 7 ans. 7 ans, c'est un septennat qui se décompose en 2 parties. 5 ans d'un premier quinquennat avec une majorité absolue qui lui permet de faire des réformes bon an mal an et de mener malgré les crises, d'avancer. Une élection présidentielle qui apparaît aujourd'hui comme une espèce d'élection de mi-mandat, dans laquelle il est reconduit dans des circonstances plus compliquées avec sa majorité relative, mais qui lui permettent malgré tout de faire passer des textes. On l'a vu avec la loi immigration et la réforme des retraites. Et là, à la fin de l'année 2024, il va boucler un septennat. L'usure du pouvoir est là. Et il veut faire de cette année une espèce de sorte de bouquet final du macronisme sur 2 plans.
Le feu d'artifice macronien. Mais après, on fait quoi? Il s'en va? Ça serait bien. Non, si vous annoncez qu'il démissionne à la fin de l'année... J'ai pas dit qu'il allait partir. J'assure que là, s'il y a du champagne en studio, rentrez, ne vous gênez pas. Non, il était dans une phase, durant ce septennat, ce septennat de réparation. Alors, on répare le pays, on essaie de tout remettre en place. Il a très bien réussi, d'ailleurs. Et maintenant, à la fin de l'année, il va rentrer dans une phase de projection. C'est-à-dire préparer les générations futures. Et la France, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il faudra qu'on ait 10 ans d'avance en 2027. Je reviens juste sur la structure de 2024 parce qu'elle est intéressante. Il reste quelques trucs à faire. Pas grand-chose, une loi de programmation agricole, la loi sur la fin de vie, il y a d'autres dossiers, il peut remettre plein emploi, il peut remettre d'autres choses dans la machine pour tenir l'année. Donc le Parlement peut avancer, les réformes peuvent continuer. Tout ça, ça va se dérouler sur un fond d'une année qui va être totalement spectaculaire pour lui, parce qu'il va y avoir le monde entier qui va débarquer en France en juin pour le 80e anniversaire du débarquement. Aux Jeux Olympiques en juillet, où là, la France va vivre sous le regard du monde entier pendant un mois complet, où ça va être l'occasion pour Emmanuel Macron de s'afficher en majesté. Il y aura ensuite le sommet de la francophonie, c'est important, il ne faut pas l'oublier, qui se tiendra au château de Villers-Cotterêts, très important la francophonie, et qui se tient en plus dans quelque chose n'avaient pas fait les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, c'est un chantier présidentiel, qui est rénover un château. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans le prolongement, on a la rénovation de Notre-Dame, les deux chantiers phares pour terminer l'année, donc le château de Villers-Cotterêts et Notre-Dame, ça illustre ce qu'aura été ce septennat de la rénovation. Alors, il y a quand même un élément, mais on en parlera en troisième partie de l'émission, qui risque de démentir un petit peu ce bel ordonnancement et ce beau programme, c'est bien sûr les élections européennes qui ne devraient pas tourner à son avantage. Alors, ça rentre dedans aussi, mais on y viendra. On y viendra. Justement, sur la capacité à réformer, on écoute le chef de l'État, lui, il dit qu'il va continuer, qu'il n'arrête pas, majorité relative ou pas, peu importe, peu lui chaud, il avance et il continue, on l'écoute encore. Mes chers compatriotes, l'action n'est pas une option. L'action est notre devoir pour les générations futures. Voilà pourquoi je serai inlassablement du côté de ceux qui agissent au service du pays et jamais de ceux qui, refusant de vous dire la réalité pour justifier de ne rien faire, à la fin nous affaiblissent. Jamais du côté de ceux qui privilégient les calculs électoraux, les petits arrangements ou leurs intérêts personnels. Nous devons donc continuer ce réarmement de la nation face au dérèglement du monde, car la force de caractère est la vertu des temps difficiles. 2024 sera aussi une année de choix décisifs. Nous aurons à faire le choix d'une Europe plus forte, plus souveraine, à la lumière de l'héritage de Jacques Delors. Une Europe qui œuvre à la paix au Proche-Orient et sur notre propre continent, en continuant à soutenir le peuple ukrainien et avec lui notre sécurité, notre liberté, nos valeurs. Vous aurez, au mois de juin prochain, à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine. Continuer l'Europe ou la bloquer. Poursuivre la transition écologique et productive ou revenir en arrière. Affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos. Alors, Michael Bloch, l'action n'est pas une option, nous explique le président. Est-ce que c'est crédible vu les premiers mois de son deuxième quinquennat, vu l'année et demie qui vient de se dérouler et bien sûr les derniers épisodes, je pense à la loi immigration évidemment. Oui, alors un point, déjà faut lui faire crédit effectivement qu'il a fait une réforme très importante en 2023, c'est la réforme des retraites et c'était très compliqué à faire passer. Après, il l'a assumé d'ailleurs en disant que c'était impopulaire. C'était une réforme qui était tout à fait impopulaire et qui n'a pas fait que des heureux dans le pays. Donc ça, on peut lui faire crédit qu'il a fait quelque chose en 2023, si ce n'est d'important, en tout cas, qui a été marquant. Après, le problème auquel il fait face, c'est que même là, on le réécoutait, etc. Est-ce qu'il a annoncé des projets concrets pour 2024 ? Réarmer, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'il compte faire ? Il n'a pas parlé du projet de loi sur la fin de vie qu'on a brièvement évoqué tout à l'heure. Il n'a pas parlé clairement de ce qu'il comptait faire vraiment sur l'assurance chômage et le plein emploi, etc. Même si on sait que c'est dans l'atmosphère, on va dire.
quel est le cap qu'il veut donner au pays? On ne le sait pas, on ne le comprend pas. Et effectivement, bon, la situation politique, on l'évoque ici chaque semaine, elle est parfaitement compliquée pour lui. Et je pense qu'on en parlera dans la deuxième partie. Il n'y a pas de solution miracle à court terme. À court terme, à moins de faire une dissolution, et encore, puisqu'il y a des risques que sa majorité soit encore plus relative après une dissolution. Donc, il est là, il cherche, que ce soit, on a 2019 le grand débat, ensuite les rencontres de Saint-Denis maintenant, etc. N'oubliez pas le Conseil national de la refondation. Voilà, il cherche, il tâtonne, mais à force de tâtonner, il y a rien qui émerge véritablement. Alors, on voit, les auditeurs et les auditrices ne peuvent pas le voir, mais Françoise Degois est atterrée en studio. Je vous donne la parole. Pas par moi, Françoise, quand même. En tout cas, je suis pas atterrée par vous. Je veux dire, je vois tout à fait ce que vous dites. Vous appréciez la réforme des retraites, tant mieux. Dont on sait pas dit que j'apprécie. Non seulement elle est passée au chausse-pied au 49.3, c'est sûr qu'on n'est pas impuissant quand on utilise le 49.3. Non seulement. Et puis, est-ce qu'Emmanuel Macron veut rester l'homme de la poudre de Perlimpinpin et de la réforme des retraites dans son bilan? Mais Emmanuel Macron, il veut jouer pour l'histoire. Emmanuel Macron, c'est un hyper narcissique comme tous les présidents, mais lui, il le pousse au paroxysme. Le très bel agenda que nous a déroulé François-Xavier, il a tout à fait raison, parce que c'est ça, son agenda de communication. Ça n'est que de la communication. Il a besoin d'exister, il va exister jusqu'au bout sur l'ensemble de ces événements planétaires, parce que il n'a plus que ça. Finalement, son quinquennat a été, comment dirais-je, depuis Sarkozy, on est quand même dans cette façon de gérer et de gouverner, j'appelle ça les enfants de la télé, hein, c'est-à-dire les enfants de la télé, une carte postale par jour avec les chaînes info. Macron, j'espère que c'est le dernier spécimen de ça, parce qu'on voit bien la vacuité et on voit bien à quoi va servir cette année, à part à lui-même. 2024, Emmanuel Macron, il a un problème comme tous les présidents, c'est fini. C'est-à-dire que si c'est dans 2 ans, 3 ans, c'est fini. Plus on va avancer dans le quinquennat, moins il va faire peur aux gens, moins il va les intimider. Est-ce que vous pensez vraiment que dans le premier quinquennat, il y aurait eu 61 types qui auraient refusé soit de voter ou voter contre ou se seraient abstenus? Bien sûr que non. Le roi est nu. Vous connaissez cette merveilleuse pièce, Le roi est nu. C'est-à-dire qu'il est vraiment tout nu, mais il se voit pas tout nu. Il continue à pérorer, à exprimer sa pleine puissance, entouré d'une cour de conseillers qui n'osent surtout pas lui dire quoi que ce soit. Parce que mais ça, c'est le lot de tous les présidents, vous le savez, et surtout de tous les présidents en fin de règne. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que, oui, tous les présidents en fin de règne ont ce côté chrysanthème, et c'est toujours des fins de règne assez douloureuses. La fin de règne de Mitterrand est terrible. Mais chez lui, c'est poussé à un paroxysme délirant. C'est-à-dire, il est capable d'affirmer des trucs, mais délirants. C'est-à-dire que vous regardez ça, vous vous dites, non, mais il va pas oser. Mais si, il ose. Il va nous faire le numéro sur « Je suis encore le rempart contre le Rassemblement national européen ». Non mais ça c'est fini. Donc il n'y a personne en fait pour lui dire « Oh, c'est fini, c'est la fin du film ». Il est là. Il faut sortir de la salle et ranger le popcorn. Vous allez sortir lentement, monsieur, les mains sur la tête. Il faut rentrer tranquillement. Mais il y a quelque chose, si vous voulez, chez lui, de forcené. Et l'agenda que vous déroulez est fixe, vous avez raison de le dérouler, mais c'est son agenda personnel. C'est son agenda, me, moi and myself, Emmanuel Macron. Voilà. Alors, François-Xavier, vous êtes un exégète assez pointu de la pensée présidentielle. À qui pense-t-il, qui vise-t-il quand il dit, je cite, « Ceux qui privilégient les calculs électoraux, les petits arrangements ou leurs intérêts personnels ». Ça peut être à la fois tout le monde et personne. Oui, tire tous azimuts, oui, c'est ça? Oui, alors, juste avant de vous répondre, je précise que j'ai une nuance avec François. Voilà. Sur la fin du quinquennat, vous voulez dire. Non, sur la fin du quinquennat, il a encore quelques armes en main qu'il peut utiliser pour pas être totalement faire danser les marionnettes, je suis d'accord, bien sûr. On évoquait, il y a le remaniement dont on va parler tout à l'heure, il y a le référendum éventuellement, et puis il y a aussi la dissolution. Bien que, alors là, je suis d'accord avec Mickaël, la dissolution, il risque de passer d'une majorité relative à une majorité quantique. On ne sait pas. Non, je suis pas sûr, parce que qui existera en même temps et n'existera pas en fonction des textes qui passent. Vous voulez dire, attendez, précisez-nous une majorité quantique, c'est-à-dire? C'est comme le chat de Schrödinger, c'est la majorité qui existe et qui n'existe pas. Oui, d'accord. Alors là, c'est conceptuel. Il est le théorème de Schrödinger, très fort en sociologie et en politique. Je suis d'accord, mais il fait une mauvaise analyse, parce que je pense que c'est contre-intuitif, mais contrairement à tout le monde, moi je pense qu'il peut avoir une majorité renforcée parce qu'il n'y aura pas d'accord de la NUPES, tout simplement. Et vous verrez que c'est la NUPES qui empêche la majorité absolue d'Emmanuel Macron. C'est pas le Rassemblement national. Et il n'y aura pas d'accord. Mais donc
on s'attend quand même dans la majorité au gouvernement à ce que, en cas de dissolution, et après on revient au point, à ce que le Front National gagne quand même quelques dizaines de députés. Non, et ben moi je ne pense pas. Alors je vais être contre-intuitif. Je pense qu'il y a 60 circonscriptions. Je les ai tellement étudiées par mon travail. Il y a 64 circonscriptions où le barrage républicain ne s'est pas fait parce que le candidat de la NUPES, en l'occurrence, était un LFI. Je peux vous assurer que si vous n'avez pas de candidat, vous verrez, moi c'est le pari que je fais, que s'il y a dissolution, LFI sera ramené à 15 ou 20 députés, mais vous verrez aussi que, en effet de miroir, le Rassemblement national baissera. Moi, ça, c'est ma conviction. François-Xavier. Oui, Françoise, du coup, je prends le point. Il lui reste quelques cartes en main. Pardon, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Oui. Non, voilà, donc non, Pardon, il n'est pas tout à fait nu. Il peut encore garder un peu le contrôle de son Il peut encore emmerder les gens, je veux dire. Pour d'accord. Alors, la question, les calculs électoraux, les petits arrangements, c'est qui? Bon, je pense qu'il vise les Républicains, parce que ce qu'on a vu dans la loi immigration et avant sur la réforme des retraites, c'est que le camp des Républicains avançait plus pour essayer de maintenir une espèce de forme de cohésion interne qui n'existe plus que par véritable ambition pour le pays, pour le dire de façon un peu grandiloquente. Donc, à mon avis, ils visent les Républicains et, quitte à arroser un peu partout, si les socialistes, les Verts, les écolos peuvent aussi en ramasser au passage, bon. Mais je pense que sa première cible, ce sont les Républicains. Il ne leur pardonnera pas. Vous qui connaissez bien, mon sentiment est que, évidemment, il est très rancunier, mais ça, c'est pas son apanage à lui. Je pense qu'il fera payer aux Républicains de lui avoir tordu le bras comme ça. Vous qui êtes bien renseigné, François-Xavier, le président, il a annoncé un rendez-vous, je cite, avec la nation en janvier, mais sans en dire plus, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Qu'est-ce qui va nous sortir de son chapeau, Emmanuel Macron, à cette occasion, très rapidement? Alors oui, c'est un peu scénarisé façon série Netflix, c'est-à-dire qu'il y a un pitch, il y a le résumé des épisodes précédents, il y a des teasers et tout ça, ce qu'on en sait pour l'instant. Et on paye l'abonnement quand même. Oui. Nos impôts. Il y aura quelque chose autour du Panthéon, avec l'entrée au Panthéon de Manoukian, avec l'idée de rassembler. Qu'est-ce que la nation a fait ensemble et qu'est-ce qu'on veut encore faire ensemble? Rassembler le pays autour de ses valeurs. Ça, c'est pour l'espèce de grande idée en surplomb. Et puis, derrière, il y a la question du dispositif politique, mais ça, ce sera la deuxième partie. C'est quel dispositif on met en place pour accompagner tout ça? Et donc, est-ce qu'on change le Premier ministre? Est-ce qu'on change Elisabeth Borne? Et avec le nom du Premier ministre, le profil du Premier ministre, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait aussi? Et donc, une série de propositions. Eh bien, excellente transition. Merci François-Xavier, vous devriez prendre ma place. Merci à tous les trois pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour évoquer justement le jour d'après, le scénario du remaniement. À tout de suite. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Françoise Degois, François-Xavier Bourmont, Michael Bloch. On passe au deuxième sujet de notre débat, le remaniement, annoncé par beaucoup comme imminent ou du moins pressenti comme tel. Et d'ailleurs, le Conseil des ministres de ce matin a été annulé, reporté à la semaine prochaine. C'est un signe. Comment l'interpréter, Michael? Ça veut dire que les grandes manœuvres sont en cours et en préparation. Oui, mais évidemment. Alors, le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'on ne sait jamais vraiment trop ce qu'il pense ou ce qu'il va faire, parce qu'il donne des indices parfois un peu contradictoires. La réflexion que j'ai et que j'imagine qu'on va discuter, qu'on va peut-être partager autour de la table, c'est à quel point la situation politique peut changer avec un nouveau Premier ministre. On ne voit pas actuellement une personne dans la majorité qui aurait la capacité de faire un accord avec les Républicains. Enfin, même ceux qui étaient anciens républicains, ils sont considérés comme des traîtres, que ce soit Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. On voit une personnalité dont on parle peut-être, Sébastien Lecornu, c'est le ministre des Armées, ministre des Armées, qui est assez proche d'Emmanuel Macron, mais c'est pas non plus une personnalité très charismatique et qui a la possibilité de faire même s'il est de relancer la machine. Bon, Christophe Béchu, on n'en parle pas, c'est encore pire. Au niveau le ministre de la transition écologique, mais dont le nom a quand même fuité ces derniers jours. Celui qui te fait fuiter, c'est possible au niveau du charisme. Mais la vraie seule personnalité qui est peut-être la plus forte actuellement que Emmanuel Macron évidemment ne nommera pas, c'est Gabriel Attal.
C'est le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale qui a été extrêmement bon pendant le Covid en tant que porte-parole du gouvernement, en étant très clair, qui depuis la rentrée depuis septembre. C'est l'homme qui monte dans les sondages. C'est l'homme à la fois qui monte dans les sondages, mais qui a marqué l'opinion par son combat contre la baya et surtout, je dirais, sur le harcèlement scolaire, où en plus il a été capable d'aller à la télévision, de raconter que lui-même avait subi du harcèlement scolaire, ce qui a pu aider aussi peut-être à d'autres personnes à parler, etc. Et c'est un sujet extrêmement important qui touche beaucoup de familles. Donc pour moi, c'est peut-être la personnalité la plus forte, mais évidemment, comme Emmanuel Macron, il a l'intention de finir son mandat avec une personnalité qui ne soit pas une personnalité qui va le gêner ou qui aurait des ambitions présidentielles ou qui va lui faire du l'ombre, c'est évidemment la personne qu'il ne nommera pas. Alors attendez, juste attendez pas, parce que vous vous rappelez que les 3 premiers ministres qu'il a nommés, c'est 3 personnalités qui à l'origine étaient des personnalités qui étaient extrêmement peu connu dans l'opinion. Que ça soit Édouard Philippe, même s'il a pris de l'épaisseur politique par la suite, Jean Castex, qui était un haut fonctionnaire, ou Elisabeth Borne, qui a été ministre, mais qui a un profil aussi de haut fonctionnaire, de technicienne. Donc Emmanuel Macron, voilà, on voit qu'il déteste les gens qui lui font de l'ombre. Alors, avant de se relancer dans le name dropping, je reviens sur le report, parce que c'est quand même une surprise. D'habitude, on a toujours la cérémoniale, vous savez, des ministres qui font le pas, qui vont à Beauvau prendre le petit-déj, et puis qui marchent de concert pour aller vers l'Élysée. Là, c'est peu dire que le report a constitué une surprise. Les chefs de cabinet des ministres, donc, qui sont chargés de leur agenda, ont découvert le 31 décembre, quelques heures avant le réveillon, le mail annonçant le report du Conseil au mercredi prochain. C'est quand même une façon bizarre de souhaiter la bonne année aux membres du gouvernement. C'est surtout une énorme mise sous tension, non, Françoise Devois ? Oui, c'est une mise... C'est le chat s'amuse avec les souris. Hein. La seule chose qui lui reste, c'est de faire le marionnettiste avec sa propre majorité. En réalité, le seul vrai grand pouvoir qui lui reste, j'espère pour lui qu'il a une autre idée de ce qu'est gouverner un pays, mais pour le moment, en tout cas, il met bien sûr les gens sous pression, il fait naître le doute, c'est très classique, c'est très présidentiel. Encore une fois, lui, il le pousse au paroxysme, et puis il s'en fiche un peu de nos commentaires. Au contraire, ça le fait rire, hein. Plus on commente et plus on est ça l'agace. Ça l'agace parfois. Je sais pas si ça l'agace, mais en même temps, il adore ça. Parlez-moi de moi en bien ou en mal, mais parlez-en. Sur Gabriel Attal, je dirais que je vois bien l'enthousiasme délirant sur Gabriel Attal. Tout le monde, hein, tout le monde est en ami. On a l'impression d'entendre les gens parler de Macron il y a 7 ans. Il n'est pas mauvais, Attal, honnêtement. Moi, je pense que c'est Emmanuel Macron. Il a tous les défauts de Macron sans avoir les qualités, Emmanuel Attal. Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'il est arrogant complètement, que c'est du vent, c'est complètement la vacuité. Il y a les déclarations sur la baya, il y a les déclarations sur le harcèlement, il y a la réalité des faits, il n'y a jamais rien. Donc c'est un communicant. Il y a aussi la réforme du collège. Mais la réforme du collège, je veux dire, c'est un communicant encore une fois hors pair. Moi, je pense qu'à Gabriel Attal, pourquoi il finira jamais à l'Élysée ? Parce que les Français ont déjà donné un trentenaire à l'Élysée. Et donc, ils en sortent à peine. Et c'est certainement pas pour remettre un mini Macron dont je dis mini Macron, dont je dis qu'il a tous les défauts de Macron, c'est-à-dire une forme de suffisance extrême, une communication à outrance, et sans vraiment les qualités, parce que, mine de rien, quand même, Emmanuel Macron est arrivé, là où il est arrivé, il a quand même des qualités. Je sais bien que je le critique beaucoup, mais globalement, quand on est président de la République, il faut quand même, c'est comme tous les gens qui traitaient Hollande de fainéant, etc., il faut quand même un certain niveau pour être arrivé à passer la dernière marche. Donc Françoise Devois ne vote pas pour Attal, on a compris. Non, mais vous imaginez un petit peu les Français se dire on va élire un type de 30 ans, alors qu'avec le 40 ans, ça a été une cata pendant 10 ans. C'est vrai on va pas re-signer 10 ans avec au berceau. Ils sont peut-être un peu vaccinés, vous avez raison. FX, juste un mot, après on repasse au casting, mais qu'est-ce qu'il cherche à faire avec cette annulation ? Est-ce qu'il veut montrer, vous êtes d'accord, qu'il est toujours le patron, Emmanuel Macron ? Oui, puis ça lui permet surtout d'éviter un conseil des ministres dans lequel il aurait dû présenter ses vœux à son gouvernement, et puis leur souhaiter... Avant de les virer, voilà. On a beaucoup de boulot cette année, mais vous dégagez tous. Ça enlève une petite... Il y a un côté scène. Joe Dalton quand même chez lui, reconnaissez-le, personnage de BD, petit et méchant comme ça. Et puis surtout, ça tombe aussi ce conseil des ministres de rentrée en période de vacances scolaires, parce que cette année c'est décalé avec le Noël et le jour blanc qui tombe lundi. Donc voilà, tout s'enclenche pour faire en sorte que ça puisse être reporté sans problème. Sur le remaniement, il me semble que, bon, on ne trouvera pas le nom du Premier ministre, on a les noms qui circulent, mais on peut poser la question dans l'autre sens.
est-ce que Emmanuel Macron a besoin d'un Premier ministre? Non. Au sens de la constitution de la Ve République, c'est-à-dire un chef de la majorité, c'est-à-dire un politique. Et c'est ça la question qui se pose à lui aujourd'hui. Mais justement, s'il veut vraiment renverser la table et faire le grand chambardement, est-ce qu'il n'est pas temps de changer le profil de son Premier ministre, qui était chef de cabinet pour les 3 premiers, hein, c'est un exécutant. Même si Édouard Philippe, vous êtes un peu dur, parce qu'il a quand même pris une épaisseur politique, une existence, à tel point que ça l'a agacé, et que Macron l'a congédié pour cela. C'est exactement ça. C'est au moment où Édouard Philippe a pris de l'épaisseur politique qu'il l'a congédié. Emmanuel Macron ne veut pas parce que la politique, c'est lui. Non, mais ça procède de lui, comme le Quai d'Orsay. C'est pour ça, en plus de ça, que toute la chancellerie est cassée. Vous voyez, non, mais vous voulez dire, ça veut dire que pour vous, il remet un politique de haut niveau, ou au contraire, il continue dans la voie du haut fonctionnaire, du super chef cab? S'il veut renverser la table, c'est le moment ou jamais de mettre un politique à Matignon. Un vrai, un dur, avec des cicatrices et qui a un petit peu de bouteille derrière lui. Je voulais juste dire à Emmanuel Macron, si un dur est tatoué, si vous nous écoutez, cher président, que j'aime bien au demeurant en tant qu'être humain, je déteste votre façon de gouverner. Je voulais juste vous dire que François Hollande a payé très cher. Je crois que vous vouliez en tant que Premier ministre. Non. Je voulais juste vous dire que François Hollande a payé très cher l'idée de mettre un dur et un tatoué pour relancer le quinquennat. Ça a massacré, ça a fini de massacrer le quinquennat de François Hollande. Je sais bien que vous n'êtes pas candidat, cher Emmanuel Macron, à votre réélection, grâce au ciel. Merci beaucoup, ça c'est déjà la bonne nouvelle. On sait déjà qu'en 2027 c'est fini. Mais juste un truc, c'est que François Hollande n'était pas du tout dans la même situation que Emmanuel Macron, puisque François Hollande pouvait se représenter. Non, mais je suis d'accord avec vous. Et donc, en moment un politique à Matignon, il a créé un rival. Emmanuel Macron, ça lui coûte quoi? Puisque de toute façon, il ne peut pas se représenter. Parce que si vous mettez un politique, Emmanuel Macron, il supporte tout sauf être entravé. Hein. Ouais, on en revient au point de Michael tout à l'heure. Ça lui fait long. Attendez les amis, on va peut-être un petit peu vite en besogne, parce que le président, lors de ses vœux, on l'a écouté tout à l'heure, il a remercié, je cite, tout particulièrement Madame Borne pour le travail accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne préjuge pas d'un maintien à Matignon. C'est vrai qu'en juillet 2020, il avait salué, je cite encore, le travail remarquable d'Édouard Philippe, avant de le virer le lendemain. Michael Bloch. Oui, bah ça augure rien de bon pour elle. Hein. C'est moi aussi. Quand le président vous félicite, ça veut dire que l'hiver sera très rigoureux. Extrêmement mauvais signe pour elle, mais Elisabeth Borne, voilà, si on veut faire un peu son bilan, même si elle n'est pas encore à la porte, elle n'a pas à démériter, et honnêtement, elle a apporté des mesures même difficiles pour elle, comme la loi immigration. Mais difficile pour elle, effectivement, parce qu'elle était au fond d'elle-même contre beaucoup de dispositions de cette loi telle que reformulée par le Sénat de droite. Mais elle n'a pas su et réussi à imprimer sa marque, je dirais, comme Édouard Philippe, qui effectivement, avec la crise du Covid, a su prendre de l'épaisseur politique, et Jean Castex, qui a aussi su imprimer sa marque, a fait beaucoup de déplacements dans les territoires, comme on dit, et sa bonhomie, son accent, quelque chose où il restera, etc., où il a été vu quand même comme quelqu'un qui était... une sorte de Raffarin. Ouais, une sorte de RATP. Exactement. Ça serait bien qu'il prenne ses marques à la RATP aussi. Je dis ça, je dis rien. Il est très apprécié à la RATP, même s'il n'arrive pas à régler effectivement les problèmes. Des Parisiens qui prennent les transports pour les Parisiens qui nous écoutent. Les syndicats l'apprécient beaucoup. Oui, petite anecdote, l'autre jour, j'étais dans une rame qui s'est arrêtée, la ligne, parce qu'il y a une coupure. Il était dans la rame avec son épouse. Tout le monde est descendu. Il s'est retrouvé à quai en disant, bon, qu'est-ce qu'on va prendre comme... Il s'est fait engueuler ou pas? Non. Ah oui, c'est marrant ça. Et donc oui, Elisabeth Borne, voilà, c'est une première ministre qui a peut-être, là où elle a manqué, là où elle a échoué, c'est à se dévoiler aux Français. Ça, elle n'a jamais réussi, parce qu'elle n'a jamais réussi à sortir d'elle-même, et elle est restée renfermée sur elle-même. Vous la connaissez bien. François, vous avez œuvré au cabinet de Madame Royal, je crois qu'elle était à l'époque. Parlez-nous-en un petit peu. Elle n'est pas politique, je l'avais déjà dit dans cette émission. Tout le monde m'expliquait, oui, elle fait ses pas en politique. Elle n'est pas du tout politique, Elisabeth Borne. Elle est une bonne négociatrice, comme on est une directrice de cabinet, comme une bonne directrice de cabinet. Elle sait négocier avec les syndicats, elle sait, mais elle est tout sauf politique. Voilà, c'est ce mal-être-là. Il est
Même si elle s'est révélée quand même plus politique que Gérald Darmanin sur la fin de la loi immigration, puisque lui était... Parce qu'elle est faiseuse et qu'elle n'avait pas d'autre choix, mais elle n'est pas plus politique que je suis archevêque. Elisabeth Borne. Au-delà de politique. Mais elle a des charges d'Elisabeth Borne. Elle n'a pas réussi à éclore parce que vous ne pouvez pas éclore avec un Ostrogoth pareil à l'Élysée. Ostrogoth au sens gentil du terme. Regardez ce qu'a fait Gabriel Attal sur le harcèlement en racontant sa vie. Parce qu'il le laisse faire. Qu'il a été harcelé. Elisabeth Borne, elle a des choses à raconter sur son histoire familiale qui est extrêmement forte. Elle veut pas, mais là-dessus, moi, je comprends qu'elle veuille pas. Elle n'a jamais voulu le faire, alors que c'est un exemple de la méritocratie à la française, même si elle l'a dit de part et d'autre, mais elle l'a raconté des fois dans des hebdomadaires, mais une grande interview à la télévision où elle raconte sa vie, ce qu'a subi son père, le suicide, etc. Son père qui a été, rappelons-le pour les auditeurs, déporté à Auschwitz, qui est revenu et qui s'est donné la mort quelques années plus tard. Je sais qu'elle ne veut pas en parler, ou en tout cas très peu. Ça la révulse d'en parler. Elle ne veut pas en parler ou très peu. Moi aussi, Michael Chirac supportait pas qu'on lui parle de son plus grande douleur, de son tourment, c'était sa fille. Ça lui était insupportable. On n'a jamais vu Chirac se confier. Ça n'a jamais empêché d'être un grand politique. Moi, je le respecte aussi, mais c'est une histoire française. Une histoire française qu'on aurait voulu plus entendre. Alors, Michael a voté Gabriel Attal. Pour qui vous considérez-vous que Emmanuel Macron aurait une inclination pour l'installer à Matignon pour succéder à Borne? Je ne sais pas pour qui il aurait une inclination, mais si je suis comme Michael et je pense comme FX, c'est-à-dire que je crois qu'un remaniement, ça ne change rien, sauf si vous avez un casting très puissant, sauf si vous avez un casting qui vous étonne, sauf quand vous faites revenir, comme Jospin en 99, Fabius à Bercy, Lang à l'Éducation nationale, le Jospin. Les poids lourds, il a une gueule incroyable parce qu'il y a l'affaire Strauss-Kahn. Donc, il a vraiment. Là, ça sert à quelque chose en remaniement. D'abord, les bancs sont vides. Hein, sur le bord du terrain, il n'y a pas grand monde. Les bancs de touche sont un peu déserts. Parfois, quand j'écoute certains députés comme Carl Olive, qui est à la fois très drôle, j'ai aussi de la compassion pour Emmanuel Macron. C'est quand même terrible d'avoir ça en magasin. Vous voyez, non, mais je le dis, tout le monde devient fou, je veux dire, avec Twitter. Je citais Raymond Domenech tout à l'heure qui disait pour la Coupe du Monde, j'ai dû faire les fonds de tiroir. C'est un peu le cas d'Emmanuel Macron. Non, mais c'est pas par rapport à leur valeur en tant qu'être humain, c'est par rapport à leur valeur, une sorte de dégénérescence générale du discours politique, etc. Volume de jeu, pour reprendre la métaphore footballistique. Du volume de jeu. Je suis assez d'accord avec vous. Il n'y a rien, milieu de terrain, arrière, il n'y a que dalle, les gardiens de but, n'en parlons pas. Mais je dirais, c'est pas tout à fait Léo Messi, celui que je vais vous citer, c'est pas le génie, mais s'il avait un choix à faire, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, effectivement. Il me semble le plus corseté, celui qui arrive quand même, le maire, à être moins détesté par la gauche. Le Cornu, tout le monde s'en fout, hein, la vérité. Mais vraiment, Bruno Le Maire, c'est probablement la personnalité, il doit la bonne pioche pour Matignon, mais très politique. D'accord, François-Xavier. Le Maire, c'est une piste intéressante pour Macron. Oui, puis là, pour une fois qu'on est d'accord. Oui, non, mais c'est la seule carte qu'il a à jouer en réalité, Bruno Le Maire, parce que dans la construction de l'homme politique, c'est un homme d'État. Voilà, c'est quelqu'un qui sait parler de l'État. Et il n'y a pas beaucoup de monde, dans le personnel politique, de profils qui ont cette sensibilité. C'est-à-dire que Bruno Le Maire peut avoir une phrase qui sort du cadre par moment, ça lui est arrivé, mais en général, ça ne dérape jamais avec lui. Comme Édouard Philippe, hein, voilà, c'est le même tonneau sur Édouard. C'est toujours au cordeau. Mais vous remarquerez au passage que là, on a complètement enterré Elisabeth Borne. C'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez qu'elle a encore une chance de survie? Plutôt que de faire l'exégèse de ce qu'a dit Emmanuel Macron sur les remerciements ou tout ça, on peut remarquer que la première fois que s'est posée la question d'un remplacement d'Elisabeth Borne, après la réforme des retraites, on a vu poindre ici ou là, dans la majorité, des personnes qui se revendiquaient comme bornistes. Et donc c'était le moment où allait naître le bornisme. Le moment borne. Ça a duré à peine un mois. Non, mais vous avez raison, il y a même eu des rumeurs selon lesquelles on penserait à elle pour la suite, etc. Je rappelle qu'on avait aussi pensé à Jean Castex pour la présidentielle. Là, aujourd'hui, alors que ça se fait quand même de plus en plus insistant, personne ne se revendique comme borniste et plus personne ne semble vraiment soutenir la Première ministre. Enfin, disons, en tout cas, maintenant que les doutes sont très installés. Ils sont morts tous les deux. Enfin, ils se sont éliminés tous les deux. En fait, les pires adversaires du gouvernement, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, sur cette loi immigration, sont complètement neutralisés. Et c'est vrai que Gérald Darmanin a complètement raté la marche. Il aurait réussi sa marche, ça aurait été voté, il n'y aurait pas eu de motion de rejet. Je pense qu'il finissait à Matignon, mais c'est terminé pour lui. Alors, au-delà du casting et pour finir en beauté, il y a quand même une question de fond. Est-ce que changer l'équipe gouvernementale va servir à quelque chose sur fond de majorité très relative, les mêmes causes produisant les mêmes effets? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver
retrouver avec un nouveau Premier ministre, mais avec le même problème, c'est-à-dire un gouvernement encalminé. Michael Bloch, vous en parliez un petit peu tout à l'heure. En un mot, oui. Enfin, oui. Ça risque de rien changer, y compris avec l'hypothèse Le Maire, qui est effectivement assez séduisante sur le côté un peu homme d'État et effectivement respecté sur tous les bancs de l'Assemblée, même si tous les bancs ne sont pas forcément d'accord avec ses orientations politiques. Mais on ne voit pas, on ne voit pas la solution. Voilà, Bruno Le Maire, il a besoin de 50 députés, il ne les apportera pas, 50-60, ça n'existe pas. Très rapidement, François-Xavier. Je pense que c'est absolument pas un problème parce qu'il ne reste plus rien à faire. L'Assemblée nationale, il y a encore deux, trois textes. Donc, si vous mettez quelqu'un de politique à Matignon, il peut occuper l'espace et donner le change. En gros, il y a le plein emploi à travailler, une loi croissance, peut-être un peu d'assurance chômage. Fin de vie plus compliquée, effectivement. Mais ça a toujours été un débat. Ça, c'est pas l'apanage de Macron. La fin de vie, c'est quelque chose de très puissant. Ça promet quand même pour les 3 prochaines années. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour un brin de prospective et pour se projeter dans l'année électorale qui vient avec bien sûr les européennes de juin. À tout de suite. Ça reste entre nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Françoise Degois, François-Xavier Bourmeau, Michael Bloch. Troisième, dernier sujet de notre débat, l'année électorale qui s'ouvre avec le scrutin des européennes le 9 juin prochain. Sera-t-elle une répétition générale de 2027 ? Et évidemment, la première question, celle que tout le monde se pose, c'est celle du score du Rassemblement national. Jordan Bardella lancera son premier meeting de campagne à Marseille le 3 mars prochain et à 6 mois du scrutin, tous les sondages situent sa liste autour de 30% des suffrages, loin, très loin, environ 10 points devant la liste macroniste Renaissance. Comment expliquer cette percée qui, on le rappelle à ce stade, n'est que sondagière, Françoise Degois? Alors, d'abord, sur les sondages, ils ne sont pas prophétiquement faux, puisque j'ai comparé tous les sondages. En décembre 2018, les scores octroyés à Marine Le Pen dans les sondages sont quasiment équivalents à 0,7-0,9 points. L'écart avec la liste d'Emmanuel Macron, elle est en 2018, en décembre, à la même époque, 2018, de 6 points. Toute la dramaturgie des 15 derniers jours, et puis le grand débat, c'est-à-dire cette campagne à l'œil que Emmanuel Macron s'est offerte, fait que l'écart se redresse. Cette fois-ci... On est en plein gilet jaune. Oui, on est en plein gilet jaune, et surtout, il y avait le grand débat, il avait tout étouffé, il a fait sa campagne pour pas cher, et puis dans les 15 derniers jours, je suis le rempart contre le Rassemblement national. Cette année, c'est d'autant plus inquiétant pour Emmanuel Macron que Jordan Bardella est pointé très régulièrement à 30-31, ça veut dire que ça a un sens. Si on reprend l'analyse sondagière de décembre, 6 mois avant le scrutin, ça se trompe pas beaucoup. L'écart avec Macron est très important. 10 points, donc on le disait. 10 points. L'argument, je suis le rempart contre le Rassemblement national, c'est terminé. Je pense que la loi immigration a brisé ça définitivement. Donc ça ne peut plus être un argument de fin de campagne. C'est moi ou le chaos. Non, c'est lui le chaos tout seul. Il l'incarne. La preuve, c'est que cette loi est passée. Et même s'il a saisi le Conseil constitutionnel, personne n'oubliera jamais comment est passée cette loi et quelle est la volonté présidentielle. Deuxième point, je termine. Il faut savoir que jamais les élections européennes n'ont été des rampes de lancement national. Jamais. Sinon, Marine Le Pen serait déjà élue depuis longtemps. Ou les écologistes. Les écologistes. En Italie, vous savez, je vous donne l'exemple. En Italie, Matteo Salvini réalise le plus grand score de l'histoire d'un parti d'extrême droite. 34% en 2019, la Lega. Et à l'époque, sa principale adversaire et amie, Giorgia Meloni, fait 6%. OK ? Qu'est-ce qui se passe Fratelli d'Italia. Avec Fratelli d'Italia, qu'est-ce qui se passe 2 ans plus tard? C'est Meloni qui devient première ministre du Conseil italien. Donc, les Français, c'est pas les gens qui nous gouvernent ou qui aspirent à nous gouverner. Les Français se trompent jamais d'élection. Moi, c'est ce que je pense. Je ne crois pas, pour répondre à votre question, j'en termine, que ce soit une rampe de lancement. Ça sera une analyse du rapport de force qui, moi, va m'intéresser plutôt à gauche. Qui c'est qui sort en tête cette fois-ci? C'est Glucksmann ou c'est les Verts? Alors, on va en parler tout de suite après, mais juste, je me tourne vers vous, François-Xavier, qui connaissait bien le camp macroniste. Comment on appréhende cette campagne et cet écart dont on parlait avec Françoise Degois, qui est quand même assez faramineux et qui, les sondages se réalisant, semble assez cristallisé. Mais c'est la lutte finale. Voilà, c'est la lutte finale. C'est le dernier affrontement à distance cette fois entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils se sont déjà affrontés à 3 reprises, 2 fois à l'élection présidentielle, 1 fois au second tour, 1 fois à distance aux élections européennes de 2019. C'est la dernière fois qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen
et leurs camps respectifs vont se retrouver face à face. Et c'est comme ça qu'est bâtie la campagne. On voit déjà le camp Renaissance qui a commencé à diffuser une vidéo de Marine Le Pen parlant russe. Ils engagent vraiment le dernier combat pour essayer d'ancrer dans le pays le clivage qui avait été théorisé par Emmanuel Macron entre pro-européens d'un côté, eurosceptiques de l'autre, conservateurs, progressistes. Je ne dis pas que ça marchera ou pas, mais en tout cas, c'est construit, bâti, analysé et conçu comme la dernière confrontation entre ces deux bords-là. Voilà. Juste, c'est sur ce que Françoise disait sur l'Italie, c'est intéressant parce que ça souligne aussi un des aspects de cette élection européenne qui est assez important et qui va jouer, il me semble sans doute encore plus. Il y a deux volets. Il y a ce qui s'exprime aux élections européennes, c'est un vote défouloir d'une part, parce que l'Europe c'est loin, donc on va mettre son bulletin pour sanctionner le gouvernement ou le type qui est au pouvoir en place. Donc, vote défouloir d'un côté et vote d'adhésion de l'autre. C'est-à-dire que c'est un scrutin qui mobilise les pro-européens et le vote défouloir. Toute la question, c'est de savoir si dans les sondages qui donnent le RN très haut aujourd'hui, il y a une part d'adhésion et pas seulement de défoulement. Et ça peut augurer de quelque chose pour 2027. Alors, vous le disiez, la lutte finale est lancée. Eh bien, Marine Le Pen, après Emmanuel Macron, qu'on écoutait tout à l'heure sur les européennes, Marine Le Pen, pour ses vœux, a également fixé le cap de son parti. Ce sont les élections de juin. On l'écoute tout de suite. Et c'est sans doute le plus important, c'est aussi dans le cœur des Français que notre mouvement a pris une place croissante cette année. Dans toutes les enquêtes d'opinion, votre confiance en nous est de plus en plus forte. J'y vois le reflet de notre travail inlassable pour vous défendre. Et pour cet honneur que vous nous faites, je veux vous dire du fond du cœur ma gratitude. Aussi, l'année 2024 sera celle de la confirmation, de la pertinence et plus que jamais de l'actualité de nos idées pour rendre leur grandeur à la France et à son peuple. Je pense évidemment aux élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Comme nous avons mis Emmanuel Macron en minorité à l'Assemblée, il nous revient désormais de rendre sa famille politique minoritaire au Parlement européen. À Bruxelles, face au logiciel décliniste et dépassé de la Commission, nous devons, grâce à vous, faire à nouveau résonner la voix des peuples. Et il y a urgence. Car je le dis avec gravité, si nous ne les arrêtons pas, ils menacent purement et simplement de détruire notre souveraineté et notre place dans le concert des nations. Sans relâche, nous dénoncerons leur hypocrisie quand ils prétendront vouloir réguler l'immigration en France, tout en votant le pacte des migrations au niveau européen. Bon, on a compris, Emmanuel Macron comme Marine Le Pen lancent tous deux le match et la confrontation Renaissance-RN. Qu'est-ce qui pourrait enrayer, Michael Bloch, à la fois la défaite annoncée du parti macroniste et ce qui ressemble fort à l'irrésistible ascension, pour citer Arturo Ui et Bertolt Brecht, de Jordan Bardella? On a l'impression d'être dans une victoire effectivement déjà annoncée. Après, bon, les sondages 4-5 mois avant, effectivement, parfois, ils peuvent refléter un peu la réalité, mais parfois, c'est moins le cas. Après, il y a des choses qui sont qui peuvent évoluer. Déjà, il y a la situation économique. Il faut faire un petit point là-dessus. C'est vrai qu'on a été une crise très grave liée à l'inflation depuis 2021-2022 et qui s'est accentuée avec la guerre en Ukraine en février 2022. Et là, pour la première fois, l'inflation descend réellement. Donc on est passé à des zones autour de 3% et c'est encore plus accentué en Europe. Donc la question, c'est est-ce que ça va être ressenti par les Français? Est-ce que il pourrait en faire crédit au gouvernement de voir que effectivement ils ont été d'une certaine manière un peu protégés de l'inflation. On a vu le bouclier énergétique. L'augmentation, là, de 5,5% en janvier, tous les retraités. Oui, tout à fait. Il y a l'inflation, l'augmentation du SMIC qui a pris plus de 10%. C'est la loi quand l'inflation augmente que le SMIC augmente. Donc la situation économique est en train de bouger, même si on prévoit plutôt pour 2024 une croissance pas très forte. Après, il y a la situation internationale qui a énormément de conséquences en France, que ça soit effectivement le conflit ukrainien, mais également on pense évidemment au conflit au Proche-Orient avec énormément de tensions qui se sont reflétées dans les rues françaises, que ce soit
un antisémitisme qui a augmenté, et voilà, et aussi pas mal de manifestations des deux côtés, que ce soit des manifestations pro-palestiniennes ou et un risque d'embrasement international, on le voit notamment en mer Rouge avec les Houthis qui attaquent et tout ça en plus les est lié, bateaux la dans le situation détroit. internationale, la situation économique est liée, on voit avec le prix du pétrole qui a des conséquences sur les prix à la pompe, donc voilà, donc tout ça c'est des inconnus auxquels on va faire face. Après, pour revenir un peu juste un point sur Jordan Bardella, son problème, je pense que c'est qu'il est parti trop fort. Quand on est mis dans les sondages à 30% en décembre, aujourd'hui décembre-janvier 2023-2024, s'il ne fait que 25 entre guillemets, on dira c'est un échec. Alors moi, que je vois pas du tout ça comme ça. Ouais. Pas du tout. François de Gaulle. Non, pardon. Ouais, et je finis juste sur une dernière chose, c'est si jamais Jordan Bardella fait un bon score, est-ce que ça lui sera crédité à lui, crédité au Rassemblement national ou crédité à Marine Le Pen? Voilà. Je pense que ça va être crédité à Jordan Bardella et on peut imaginer de toute façon même un changement de casting parce qu'aujourd'hui on voit forcément Mélenchon, Le Pen, etc. Mais ça peut être tout à fait autre chose le casting de 2027. Ça Vous voyez une nuit des longs couteaux au Rassemblement national. Mais bien sûr, vous pensez vraiment la mécanique politique, elle est ce qu'elle est. On m'explique la loyauté, etc. Regardez donc l'appétit vient en mangeant, c'est une loi d'airain de la politique. Mais oui, regardez la loyauté de Marion Maréchal à l'égard de sa tante qu'il a pourtant complètement élevée. C'est 0 + 0 la tête à Toto. À un moment donné, les ressorts de la tragédie sont remontés. Vous imaginez quand même que Jordan Bardella, s'il réalise un score historique, parce que je pense qu'on sera sur un score historique, vous pensez qu'il va attendre son tour en 2027? Je n'en suis pas sûr. Peut-être que vous aurez un casting complètement renouvelé. Attal, Ruffin, Bardella. Il est possible que ce soit cela. Ça, c'est le premier point. Elle se fout de la figure du monde, hein, Marine Le Pen. Il faut renverser et mettre en minorité. Ils sont infoutus de s'entendre, les groupes d'extrême droite. Il y en a deux, d'ailleurs. Oui, il y en a deux. Idées, leur rassemblement à Florence était complètement délirant le 2 décembre. Il y a même Mélanie, même Le Pen n'y est pas allée, elle a à peine fait, même l'AfD a fait à peine une vidéo. Ils s'entendent pas, ils se détestent. Il n'y a aucune possibilité que l'extrême droite renverse quelque majorité que ce soit. Alors, on a parlé de l'extrême droite, on a parlé des macronistes. On va se tourner maintenant vers la gauche, où la NUPES a définitivement explosé après 1 an et demi de division, notamment après les outrances de Jean-Luc Mélenchon et de ses proches sur la guerre. Voilà, vous avez raison, entre Israël et le Hamas. Et dans ce contexte, l'homme qui monte à gauche, c'est Raphaël Glucksmann, qui devrait être tête de liste pour Place Publique et le PS. Vous y croyez, FX, François-Xavier, à Glucksmann? Ça fait des années qu'au PS, tout est possible. Hein, donc pourquoi pas? Même le pire. Non, disons que Raphaël Glucksmann, il a ce mérite d'incarner quelque chose de raisonnable, de réfléchi. Donc une espèce de gauche renouvelée, plus solide sur ses fondamentaux que les petits coups tactiques qu'on a pu voir à droite à gauche avec la NUPES là, ces dernières années, et qu'on sans doute désorienté les électeurs historiques socialistes. Ouais. Je pense qu'il y a un électorat, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon de premier tour ne peut plus voter pour eux. Vous voulez dire qu'il va payer ses déclarations depuis le 7 octobre? Mais il va commencer à les payer aux européennes parce qu'il les paye toujours, parce que c'est pas une élection qui est favorable à LFI de toute façon, on est né au Parti communiste, hein, parce que voilà, ils sont ou europhobes ou eurosceptiques, vous les mettez classés comme vous voulez, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est brisé définitivement. On appelle ça un effet cliquet. Et voilà, la gauche, elle se cherche un champion. Glucksmann, en tout cas, mon avis, peut prendre les Verts, parce que les Verts, ils sont quand même dans une situation qui n'a rien à voir. En 2019, ils étaient portés par les marches climat, et puis ils étaient portés par Jadot. La Marie Toussaint, c'est une inconnue. Je pense que, à mon avis, le Parti socialiste peut terminer avec Glucksmann, parce que ça sera Glucksmann évidemment, peut terminer en tête, parce que c'est ça qui se joue à gauche. Qui arrive en tête au soir des européennes le 9 juin? Je pense que le PS peut envisager au-dessus de 13%. 13%. Ah oui. Alors, lui, en tout cas, il y croit très fort. Je le cite, « Je vais y aller et porter une liste qui va faire la surprise de cette élection », nous dit Glucksmann. Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'il peut rassembler à la fois les déçus du macronisme issus du centre-gauche et ceux effrayés par la dérive de Jean-Luc Mélenchon, et vous le disiez, effectivement, des écologistes? Michael? Moi, franchement, j'y crois pas trop. Enfin, vous ne donnez pas à 13%? Non, je donne pas à 13%. On ressortira les bandes, François. Ouais, vous verrez, je gagne toujours mes paris électoraux. Hein. Je donne crédit donné Zemmour à 6,8. Hein. Bien joué. Je lui donne crédit par contre d'avoir une position extrêmement claire sur la situation internationale.
que ça soit que sur l'Ukraine ou sur le conflit à Gaza, au Proche-Orient, de manière générale. Maintenant, c'est même plus à Gaza. Alors qu'effectivement, il faut revenir à la France insoumise. Mais encore hier, Mathilde Panot, qui, après le bombardement extrêmement ciblé pour une fois, de manière très claire, de chef du Hamas dans un immeuble à Beyrouth avec absolument aucun civil en tout cas qui a été rapporté mort, et qui dit que c'est un bombardement inacceptable. Oui, elle reprend les éléments de langage des Iraniens en plus. Oui, c'est complètement fou, et voilà, c'est pas une position à mon avis qui me semble tenable, que ça soit au PS, y compris chez les écologistes. Alors peut-être que les Insoumis essayent d'aller chercher des voix avec cette stratégie depuis le 7 octobre, c'est quand même une question. C'est évident qu'ils essaient de chercher des voix, mais rien. Et ça restera longtemps dans l'histoire politique. On apprendra à nos élèves de sciences politiques à bien regarder ce qui s'est passé le 7 octobre, comment la personnalité la plus forte de la gauche en France, une espèce de mélange un peu gueulard de Jean Jaurès, de Georges Marchais, et puis avec quelques restes de socialisme quand même, a brisé lui-même 20 ans d'efforts en 3 jours. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé. C'est un effondrement, moi, qui m'a... Parce que j'aimais beaucoup Mélenchon sur le plan social, etc. Et surtout, personne n'avait perçu jusqu'où ils pourraient aller tous, jusqu'au bout de cette logique totalement suicidaire. Je lis les tweets de Mathilde Panot, de Thomas Porte et de David Guiraud. Alors je ne parle même pas d'antisémitisme et d'antisionisme. Au-delà de ça, on est quasiment dans la stratégie trotskiste habituelle de la forteresse assiégée. Le parti se renforce en s'épurant. C'est même David Koresh, la secte de Waco. Je suis d'accord avec... non, je ne vais pas jusque-là. Mais il y a quelque chose on revient à la radicalité, presque du front de gauche quasiment, mais même presque de l'OCI, l'Organisation communiste internationale, et on repart, il ne pourra jamais repartir. C'est 20 ans d'efforts gâchés en un communiqué qui, en plus de ça, il n'a même pas rédigé. C'est ça, la folie de cette histoire, c'est rédigé par Panot, rédigé par Obono et validé par Mélenchon. Et plutôt que de dire non, il suffisait juste de dire Hamas terroriste. Il ne l'a pas fait. Et ça va lui coûter, je pense, sa vie politique. François-Xavier, vous êtes d'accord ? Avec tout ce qui vient d'être dit, oui. Après, sur les estimations des résultats, je suis bien incapable de vous dire si les socialistes feront 13%. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il n'y a pas la liste de Benoît Hamon, par exemple, cette année. Aujourd'hui, il me semble que dans une élection aussi clivée que l'élection européenne, il n'y a pas beaucoup de place pour les autres. C'est-à-dire que Marine Le Pen et Emmanuel Macron vont jouer le clivage maximal. Et la nuance là-dedans va sans doute être écrasée. C'est déjà parti sur moi. Alors les amis, attendez, un peu d'histoire. Il y a toujours une surprise aux européennes. J'ai regardé dans le détail. En 94, la liste Tapi torpille la liste Rocard, 12% contre 14%. En 99, la liste Pasqua-Villiers cartonne celle de Sarkozy, 13,6 contre 12,8. Sans oublier les 6,8% de chasse, pêche, nature et tradition. C'était pas mal quand même. En 2009, vous avez raison, la performance de Dany Cohn-Bendit, 16,8 qui devance le PS, et ça a été presque réédité, vous le disiez, par Yannick Jadot en 2019. Ça sera quoi cette année, la surprise? Moi, je pense que Glucksmann peut être cette surprise. Je pense il est au bon carrefour pour agréger cette gauche qui est un peu perdue, cette gauche qui va devoir se trouver absolument un leader qui soit à la fois radical mais pas effrayant. Comment vous dire? Il faut de la radicalité rassurante. Il n'est pas très radical, Glucksmann. S'il est assez radical quand même sur ses positions sociales, écologiques, etc., mais il est cohérent sur l'international. Voilà. Moi, c'est le fil conducteur de beaucoup de gens. Ça va être qu'est-ce qu'il a dit, tiens, le 7 octobre. Il a dit des choses bien, comme Olivier Faure d'ailleurs. FX, la surprise, c'est qui cette année? Oui, pour en revenir à cette idée de l'élection extrêmement clivée, il me semble qu'il y a une liste qui s'installe pile entre les deux, c'est-à-dire qui est un peu anti-européenne parce qu'elle en a marre des réglementations, et puis qui est en même temps un peu pro-européenne parce que il y a un côté raisonnable. Ce serait la liste ruralité de Willy Schren. Ouais. Et je pense que là, pour l'instant, c'est pas parti. Mais je vais la regarder en tout cas. C'est comme les gilets jaunes, vous verrez. Non, laissez François. Non, il faut que je change cette année. Bonne résolution, François. Parlez moins. Laissez de la place aux autres. C'est vrai, vous avez raison. Non, je pense que c'est une liste à surveiller parce qu'elle va aller titiller quelque chose de l'esprit français, l'attachement à la ruralité, aux campagnes et tout ça. Donc je vais surveiller ça parce que elle me semble intéressante. On
se verra le 9 juin, on va surveiller. Rendez-vous le 9 juin. Françoise Degois, vote Glucksmann. François-Xavier, ruralité. Michael Bloch, pour vous, le mot de la fin. Je suis pas sûr qu'il y aura une surprise, mais moi, ce que je vais regarder avec attention, en tout cas, c'est effectivement qui sortira vainqueur à gauche, parce que ça préfigurera beaucoup de choses pour 2027 et les rapports de force vont beaucoup bouger. La question pour LR, ça va être est-ce qu'ils vont réussir à faire pire que leur pire score de 2019 François-Xavier Bellamy. On l'a même pas mentionné encore. Et qui est toujours en course. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Et voilà. Et malgré tout. Qui d'ailleurs à droite? Bah c'est Bellamy. Non mais comme candidat, qu'est-ce qu'il y aurait de remplacement? Je crois qu'ils n'ont pas grand-chose en stock. Ils n'ont pas Et la dernière question, c'est effectivement, il y a la question du RN, mais surtout Renaissance. Finalement, même s'ils arrivent deuxième, 20, au-delà de 20, c'est pas si mal pour un président en fin de course. Pas si mal pour un président fin de course. Merci les amis, à tous les trois pour vos explications lumineuses, vos analyses, vos infos. C'était une très bonne émission pour commencer l'année. Il y en aura beaucoup d'autres. Nous savons tout des dessous des vœux présidentiels, des grandes manœuvres en cours autour du remaniement et de l'année électorale qui s'ouvre. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 21h, comme d'habitude, avec les meilleurs décrypteurs de la politique nationale. D'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.